Et si le jazz avait accompagné l'un des épisodes les plus sombres de la décolonisation africaine? Avec son track sur le coup d'État, Simon Grimont-Prez révèle comment la musique a été le témoin, parfois l'arme, d'une guerre silencieuse entre liberté et pouvoir. Je vais commencer par dire que s'il y a bien de films à absolument voir en ce mois d'octobre, c'est bien Muganga, celui qui soigne, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, et celui-ci. En dehors des ponts évidents à faire entre les deux œuvres, d'ailleurs je trouve qu'il est très intéressant de constater que deux films avec ce genre de sujet quasi inexistant en salle, ils sont à l'affiche au même moment. Ce sont deux films qui mettent un projecteur sur une réalité, des réalités. Et leur complémentarité réside dans l'une qui est une fiction, l'autre un documentaire, donc celui-ci. L'un qui parle d'un sujet sociopolitique, l'autre qui explique pourquoi ce sujet, entre autres, existe aujourd'hui. Deux révolutionnaires à l'affiche, le docteur Denis Mukwege et Patrice Lumumba, tous deux ayant lutté pour la libération de la RDC, chacun à leur manière. Documentaire de 2024 qui explore les liens entre le jazz, la guerre froide et la décolonisation à travers les événements du Congo des années 1960 au moment et avant l'assassinat de Patrice Lumumba. Le film retrace comment des musiciens de jazz américains ont dénoncé, parfois publiquement et artistiquement, le rôle des grandes puissances dans la mort de Lumumba et la manipulation politique du Congo nouvellement indépendant. Grimont-Prez montre comment la musique, en particulier le jazz, est devenue une arme culturelle à la fois au service de la liberté et du pouvoir. La manière dont les États-Unis, via leur tournée diplomatique de jazz, utilisaient cette musique comme outil de soft power pendant que la CIA soutenait en secret des coups d'État en Afrique. D'ailleurs, en regardant le film, mon esprit n'a pas pu s'empêcher de se diriger vers ce fameux Spike Lee parce que oui, je peux le caler absolument partout. Et j'aurais d'ailleurs aimé qu'il utilise le jazz, qu'il sait tant bien faire, aussi bien dans Highest to Lowest. Ce sera l'objet d'une vidéo très bientôt. Le documentaire va vraiment osciller entre une beauté qui va rester dans sa colorimétrie, dans son montage, mais bien sûr dans sa musique. Parce qu'on ne parle pas que de musique, on la met en scène et il y a un vrai rapport, relation entre image et son. Cette douce musique jazzy en fond qui est aussi belle qu'effrayante dans son utilisation, de la même façon que ce récit qui nous est montré à l'image. Pourquoi je vous cite donc mon fameux Spike Lee? Parce qu'il y a un magnifique film qui est sorti en 1990 qui s'appelle Mo Better Blues, où justement la musique, précisément le jazz, est au cœur du récit. Le film est beau, on se croirait dans un rêve, mais surtout cette musique jazz en fond qui est commune à Spike Lee, parce que c'est un enfant de bassiste de jazz et de compositeur de musique, le renommé Bill Lee. C'est un enfant de Brooklyn, immergé dans cette culture musicale, mais en réalité c'est une plastique absolument attractive, hyper jolie, mais qui en toile de fond cache bien une réalité dure de la lutte qui peut s'avérer fatale. Parce que faire de la musique en tant que noir, en plus une musique dite de noir, surtout à cette période-là, c'est révolutionnaire. Soundtrack to coup d'État nous montre comment nos meilleures armes peuvent être utilisées contre nous. Ce que nous sommes et nous revendiquons peut être instrumentalisé. Alors oui, le documentaire parle de corruption, d'assassinat, de traîtrise, mais aussi d'États-Unis d'Afrique, de coalition de plusieurs nations devenues et devenant alors indépendantes dans les années 60 contre l'Occident pour acquérir non pas simplement l'indépendance, mais le pouvoir. C'est là où s'installe toute la différence. L'indépendance à la RDC, d'accord, mais son pouvoir, non. Comme on est beaucoup entre cette dernière et les États-Unis, donc des ponts sont faits notamment avec Malcolm X et la libération, la vraie des Afro-Américains, qu'il défendait comme une possibilité qui ne pourrait qu'arriver si la RDC et l'Afrique elle-même étaient libres, si les Noirs partout dans le monde étaient libres finalement. Ce n'est pas un problème extérieur, mais bel et bien un problème commun. Le documentaire, il a dû être terriblement long à faire parce qu'il y a un travail essentiellement d'archives. J'imagine pas le travail colossal derrière et esthétiquement ça suit. Comme je l'ai dit, le montage, les enchaînements, voire les mensonges en 4K de tous ces politiques avec 5 secondes de silence après qu'ils donnent leur réponse et où on voit leur visage un petit peu embarrassé, c'est très drôle à voir. La musique, la multiplicité de ressources utilisées, on va avoir des citations de livres, des extraits radio, des archives vidéo bien sûr et j'en passe, et comment on traite le sujet le rend assez dense pour toujours nous intéresser. Le seul petit truc que j'aurais à redire, ce serait peut-être une meilleure contextualisation parce que c'est vrai qu'on a un petit peu jeté dans tout ça. Au début, un petit peu plus de matière, je dirais, pour mieux nous situer, mieux comprendre quand on ne sait rien ou pas grand-chose. Je trouve qu'on a été un petit peu jeté en plein dedans, ça peut pas être évident pour tout le monde. C'est un petit peu compliqué de saisir au mieux les enjeux. Il est dans peu de salles pour pas longtemps en plus, je pense, donc foncez. C'est 2h30, accrochez-vous, mais ça vaut le coup.